Bonjour à tous, c'est le Valentin du mixage. Alors je vous laisse un petit message avant de commencer l'épisode pour vous dire que Ninon a un petit souci avec son micro. Vous allez souvent entendre ce son. En fait, c'est pas qu'elle mange des chips ou qu'elle joue avec un hochet, tout simplement c'est ses cheveux qui voulaient participer à l'épisode. Voilà, donc encore désolé et on espère que l'épisode va vous plaire. Allez, à plus! Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la dernière minute. Déjà on va commencer l'épisode par vous souhaiter une bonne année, je pense. Oui, bonne année à tous et à toutes. Bonjour Ninon. Et bonjour, oui. Ça va, t'as passé un bon début d'année? Oui, très bien. Et on va parler d'un film qui est tout à propos, puisque j'ai entendu dire qu'il y avait des gens assez fous pour faire un truc qui s'appelle le Dry January. Ouais. Avec mon accent légendaire. J'ai entendu dire aussi, mais ce n'est pas mon cas, j'avoue. Aujourd'hui, on a une invitée de marque. C'est Salah, ça va Salah? Oui, ça va bien. Très content de te recevoir. Mais oui. Donc, je m'appelle Salah Lintonen, je suis actrice et coach d'acting, coach de carrière d'acteur, actrice et photographe book, parmi d'autres choses aussi. Donc, je fais beaucoup de choses, voilà. Trop bien. Et moi, je suis très content, très fier et heureux de t'accueillir dans le podcast. Vraiment, c'est un vrai plaisir. Merci. Avant qu'on commence à parler du film, est-ce que vous avez un film de 2023 qui vous a marqué vraiment plus qu'un autre? Moi, oui. C'est le dernier film. Valentin, tu sais ce que je vais dire? Oui, je sais. C'est le dernier film que j'ai vu en 2023, puisque je suis allée le voir le 31 décembre. C'est Perfect Days de Wim Wenders. Moi, j'ai adoré, je l'ai trouvé tellement fin et juste. Enfin, bon, voilà, tout ce que Wenders sait faire, quoi, c'est dans le film. Toi, Salah, un film en particulier? Je suis allée forcément voir les feuilles mortes de Aki Kaurismäki, le réalisateur finlandais. Et c'est vrai que il y avait plein de trucs qui m'ont beaucoup touchée. En plus, le voir en France, c'était particulier parce que c'est mes deux cultures. Donc, du coup, effectivement, c'était touchant d'être au cinéma à Lyon, à voir ce film. Voilà. Alors moi, pour faire classique, je dirais pas Anatomie d'une chute, mais je l'ai vraiment adoré. Mais je dirais Dalva. Alors c'est un peu de la triche parce qu'il est sorti vraiment fin 2022, mais vraiment tout le monde l'a vu en 2023. De Emmanuel Nico. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Non. Mais moi, non. C'est un film en fait horrible. C'est une petite fille qui se fait harcelée sexuellement par son père. Et pour elle, en fait, c'est normal parce qu'elle est amoureuse de son père. Et vraiment, alors c'est horrible, hein. Voilà, on commence l'année avec des films horribles. Merci Valentin pour toutes ces bonnes ondes. C'est hyper... Mais en fait, c'est vraiment fort. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touché. Beaucoup touché. Il y en avait plein cette année. Hein. Franchement, c'était une année riche 2023. Ouais, mieux que l'année dernière, je trouve. Ouais. Alors, je vais vous décrire un peu la dernière minute du film d'aujourd'hui, puisqu'on n'a toujours pas dit le titre du film. Oui. Et ça, j'aime bien. Vous le voyez écrit partout, mais voilà, on garde le suspense. Donc, la scène qui se déroulait au bord de l'eau, c'est tout simplement le port de la ville. L'homme qui boit une bière avec une foule en arrière-plan qui fait la fête, qui a l'air un peu bourré, c'est Mads Mikkelsen qui est un peu bourré, clairement. Il shoot dans la canette, en fait, il danse tout simplement. Enfin non, il shoot vraiment dans la canette, mais il danse, fait des câlins à ses amis, des pirouettes, et il danse autour de ses anciens élèves qui, eux, ont eu leur bac. C'est une très belle scène, avec une très belle musique. Et à la fin, on a un arrêt sur image où il saute dans l'eau, et puis après, on a le générique de fin. Pour ceux qui n'ont pas compris, aujourd'hui, on parle de Drunk, de Thomas Vinterberg, mais aussi Alcotest au Québec. Ah non, voilà. Oh là là. Je me suis demandé si tu allais nous donner la traduction Alcotest, ça va Québec. Pas, non? C'est pas très joli, quoi, en plus, comme mot. Pas très poétique. Et les Américains, ils l'ont appelé Another One. Ouais. Ah, ok. Ils n'ont pas gardé le Drunk. Non. Okay. C'est un peu dommage, mais bon. Pour une fois que nous, on fait pas trop n'importe quoi avec le titre. Mais ça lui va bien, en vrai, comme titre, Drunk. Du coup, en danois, c'est Druk, D-R-U-K. Google Traduction, il dit que c'est beuverie. Ok. Donc voilà, il y a une petite nuance avec Drunk, mais globalement... Donc c'est un film qui est sorti en 2020. Et pour commencer, je vais vous demander de me faire un résumé du film. Un résumé? Ouais. On voit des hommes qui, surtout le personnage de se dire Mads, parce que nous, on prononce quand même le scandinave, le S. Donc, on voit Mads Mikkelsen qui souffre, enfin, son personnage qui souffre de sa vie, en fait, qui est mal. Et du coup, autour de lui, ses collègues, amis qui sont pareils, comme des mauvais profs qui souffrent de leur routine de vie, en fait. Et du coup, là, l'alcool vient comme un médicament pour sauver ça, quoi, pour trouver une façon de se libérer, voilà. Je dirais. Dis-nous, t'en as un? Ce serait l'histoire de 4 hommes qui décident de tenter une expérience pour voir comment l'alcool peut s'avérer presque utile au quotidien, et sauf que l'expérience atteint ses limites et voilà. Ok, ça marche aussi. Alors moi, j'ai toujours des petits résumés un peu méchants, un peu piquants. C'est des mecs qui ont une vie de merde et un jour, sous le couvert de la science, décident de se mettre une mine tous les jours pour savoir si la vie va être plus agréable.
Bah, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Spoil, c'est pas plus agréable. Ah bah oui, ça parle de la culture de l'alcool qui me touche particulièrement parce que déjà en Finlande, autant que dans d'autres pays nordiques, on boit beaucoup. Et c'est très normalisé de se bourrer la gueule, même en étant adulte. Donc, c'est assez bizarre. En fait, pour moi, ça a toujours été bizarre. Mon père a été alcoolique quand je n'étais pas encore née. Donc, du coup, effectivement, ce sujet me parle aussi personnellement. Et c'est vrai que quand on regarde les détails du film, on comprend qu'il y a tout le temps l'alcool qui est présent dans les moments particulière. Par exemple, le moment quand elle boit de l'alcool avec le personnage de Mads Mikkelsen, justement, la femme qui boit du vin en l'écoutant quand il veut revenir avec lui, alors que, bon, la séparation se fait quand même à cause de l'alcool. Bah, c'est pas rien. C'est pas anodin de la voir boire de l'alcool. Je pense qu'on va en reparler un peu après. Je vais faire un peu le tour du casting et du réalisateur surtout. Puisque le réalisateur, donc, c'est Thomas Vinterberg, c'est un réalisateur que moi j'aime beaucoup. Au début où j'ai commencé à m'intéresser du cinéma, en fait, je suis tombé sur le Dogme 95. Et du coup, ça m'a vraiment forgé un petit peu cette identité cinématographique que j'ai et que j'aime. Mais du coup, qu'est-ce que c'est que le Dogme 95 ? Parce qu'à part les 3 mecs qui ont lu la page Wikipédia ou qui étaient nés dans les années 90, personne ne sait ce que c'est vraiment. Donc c'est un manifeste cinématographique qui a été fondé par 2 réalisateurs danois, donc Thomas Vinterberg et Lars von Trier, qui s'appelle le Dogme 95. Et ça n'a rien à voir avec Drunk. Drunk ne fait plus partie... Enfin, il n'y a plus de film Dogme 95, puisque ça a été, entre guillemets, arrêté. Ils l'ont dit eux-mêmes qu'ils arrêtaient. Donc, il y a 10 règles dans le Dogme 95 qui font ce qu'on appelle un vœu de chasteté. Donc, je ne vais pas vous citer les 10 règles, mais je vais vous en citer quelques-unes. Tous les décors et accessoires doivent être sur place et ramenés. On ne rajoute rien. Pareil pour la musique. La musique doit être faite sur place, donc si vous voulez du piano, il faut qu'il y ait un piano et quelqu'un qui joue du piano pendant le film, ça veut dire. La caméra est toujours à la main, donc pas de pied de caméra, on a toujours notre caméra à la main. Les meurtres, armes, etc. ne doivent pas apparaître. Donc on ne fait pas des films violents. Pourtant, il y a beaucoup de films violents psychologiquement, le Dogme. Les pleurs aussi, en fait, ils veulent enlever ce qui est superficiel, quoi. Les pleurs, les meurtres, ils estiment qu'il n'y a pas besoin, quoi. Le film se déroule en lieu et au moment du tournage. Pas de film historique, voilà, tout ça. C'est dingue. Et le format de la pellicule doit être le 35 mm et le réalisateur ne doit pas être crédité, ce qui n'est jamais respecté non plus. Si, dans Festen. Dans Festen, c'est le seul film, je crois, parce que Lars von Trier, il met toujours son nom. Ah oui, Lars von Trier, bien sûr. Mais Festen, il n'y a pas le 35 mm, par exemple. Parce qu'ils n'avaient pas assez de sous, tout simplement. Ouais. Et du coup, les prods, ils ont dit, non, ça va coûter beaucoup trop cher, donc vous faites au digital, vous êtes obligés. Et du coup, ils sont allés acheter une petite caméra Sony un peu nulle. Et ils ont tout fait comme ça. Parce qu'ils n'avaient pas le choix à la base, mais du coup, Vinterberg, il s'est demandé comment on va pouvoir faire de cette contrainte un truc intéressant. Comme souvent, les contraintes, ça sert un peu à ça. Et au final, ça rend trop bien l'effet film de famille comme ça, un peu bizarre. Donc voilà, les 2 films les plus connus du Dogme 95 sont Festen de Vinterberg, qui parle d'une fête de famille où le fils, à l'anniversaire du père, va déballer tout ce qui s'est passé dans sa jeunesse. Je vous en raconte pas plus. Franchement, moi, c'est un de mes films préférés. C'est un film très dur. Mais allez le voir. Le deuxième film très connu, c'est Les Idiots de Lars von Trier. Ensuite, il y a à peu près une 50aine de films du Dogme 95, mais ça n'a pas toujours très bien marché, quoi. Voilà. Et petite anecdote, dans le cinéma porno, il y a beaucoup de films tournés avec certaines règles du Dogme 95, évidemment, dont un film particulier qui s'en revendique, qui s'appelle Max Portrait d'un serial niqueur de Fred Coppola. Voilà, écoutez, là il y avait tout. J'étais obligé de partager ça avec vous. Incroyable. Merci. Merci pour ça. Bon, on va vite revenir à Thomas Vinterberg, pas de souci. Donc, lui, il est connu pour Festen, son deuxième film qui a reçu le prix du jury à Cannes en 98. Il est aussi connu pour La Chasse, avec Mads Mikkelsen aussi, qui a reçu le prix de la meilleure interprétation masculine à Cannes en 2012, et Drunk en 2020. Alors évidemment, il a fait une dizaine de films qui ont tous plus ou moins marché. Ça, c'est vraiment les 3 plus connus que moi, je vous invite à aller voir. Et il a réalisé 2 clips aussi, 2 clips pour Blur et 1 pour Metallica. Et le 27 avril, il a été fait chevalier de l'ordre des arts et des lettres par l'ambassadeur de France au Danemark. Par l'ambassadeur de France ? Ouais, au Danemark. Ok, ouais. d'accord. C'est un peu moyen, je trouve, mais c'est genre... c'est étrange, mais très bien. C'est donner une médaille pour donner une médaille, quoi, mais bon. Ouais, il mérite. Oui, il mérite amplement, Thomas Vinterberg. Il était au Festival Lumière en 2020. Oui, je sais. Avec Mads Mikkelsen, et je savais pas, j'avais carrément raté l'info, et donc j'étais un peu dégoûtée quand j'ai vu les interviews. Je me suis dit, mais non, mais... Il est venu au Festival Lumière en 2020 parce que c'était la première française de Drunk au Festival Lumière. Mais d'accord, tu vois, je savais pas du tout, moi je l'ai pas du tout. Bon, voilà, c'est un peu triste, du coup. Je te confirme, c'est un peu triste. Et 2020,
c'était plein Covid, donc... Oui. Et puis c'était une édition un peu particulière aussi, 2020, ouais, avec le Covid et tout. Et oui, et du coup, sur le Dogme 95, j'étais tombée sur une interview de Thomas, qui le décrit après. Il dit « On a essayé de déshabiller le cinéma, de le rendre le plus pur possible, donc en enlevant tous les outils superficiels, genre le maquillage, les effets spéciaux et tout. » Et je trouve que c'est, même si du coup, ils ont déclaré qu'ils se détachaient du Dogme, même avec Lars von Trier et tout, ils sont plus là-dedans. Mais je trouve que c'est quand même un truc que tu retrouves dans ces films, évidemment, parce que c'était ses idéaux premiers. Oui. Mais le truc du cinéma pur, de se rapprocher d'un truc vrai et tout, je trouve que du coup, il a, aujourd'hui, 20 ans après, il a un bon équilibre, je trouve, entre ça, entre le truc un peu extrême du Dome 95 et en même temps dans les films plus... Enfin, ouais, je trouve qu'il y a un bel équilibre avec ça et c'est toujours présent, ce truc un peu minimaliste, un peu pur et tout. Oui, c'est comme si ça avait trouvé ils avaient trouvé quelque chose qui n'avait pas besoin d'être aussi extrême, du coup. Ouais, c'est ça. Et mine de rien, moi, c'est pareil, je peux pas m'empêcher de penser en vrai à la nouvelle vague en France, dans les années 50-60. Non, mais parce que, tu vois, par rapport au truc... parce que, du coup, Winterberg, dans l'interview, il dit qu'avec la petite caméra Sony, justement, en fait, pour eux, ça a été un peu la révolution parce que c'était la première fois que le bras était comme un outil de la caméra. Enfin, sous-entendu, le matériel était tellement léger que ça leur permettait de faire plein de choses. Et c'est un peu ce que tu as eu avec la nouvelle vague, justement, où ils ont commencé à utiliser des caméras plus légères, justement, pour pouvoir descendre, filmer dans les rues et tout, de manière beaucoup plus simple et plus vraie, quoi. Voilà, c'est ma petite parenthèse Godard, c'est terminé. C'est bien. Ninon, elle cite la nouvelle vague à chaque épisode et moi, je parle de George Lucas. C'est vraiment... On a chacun nos petits... Il y a un truc dans le Dogme aussi. En fait, j'ai l'impression qu'à un moment, c'est juste devenu une machine à fric, entre guillemets, puisque pour que ton film ait le label Dogme 95, tu devais payer. Ah ouais, ça c'est un peu à l'encontre de l'idée quand même. Il y avait un formulaire à remplir et que tu envoyais au secrétariat du Dogme, qui était ouvert genre 2 matinées par semaine. Donc tu l'envoyais avec un chèque. Donc je ne sais plus les montants exacts, mais c'était quand même assez important. Et si tu étais une grosse société de production, tu devais donner genre 10 fois plus, comme ça, genre sans vraiment de raison, tu vois. Ah ouais, c'est dommage qu'ils aient mis un truc comme ça. Et du coup, ça s'est très vite arrêté. Oui, ça s'est très vite arrêté. Le secrétariat du Dogme, il a marché genre 2 ans, tu vois. Mais moi, c'est vraiment un... c'est un courant cinématographique qui me parle beaucoup et qui a inspiré beaucoup des premières choses que j'ai faites à l'époque. Je faisais encore des trucs. Oui, c'est un peu le style scandinave quand on regarde les films de Kaurismäki aussi, c'est des choses, on cherche quelque chose de pur et simple. C'est quand même, c'est pas les pays où on fait des choses avec plein d'effets spéciaux et tout ça. Enfin, ça reste toujours très naturel quand même, globalement. Après, il y a toutes sortes de films. En Finlande aussi, maintenant, ça s'explose un peu, les genres différents. Mais c'est vrai que c'est un peu le style, on peut le dire que c'est le style scandinave. Moi, c'est un de mes styles préférés, alors. Donc ça, c'est vraiment pour la réalisation. Ensuite, on a des acteurs, évidemment. Et puis, on a Mads Mikkelsen, du coup, qui joue Martin. Lui, c'est un acteur danois. Et quand il était enfant, il voulait être gymnaste. Puis, en fait, il va faire des études de danse. En 96, il en a marre. À 31 ans, il se dit, vas-y, maintenant, j'ai envie de devenir acteur. On commence avec Pusher, de Nicolas Winding Refn, un autre danois. Puis après, des petites productions. Et en 2006, il est choisi pour jouer le chiffre, le méchant de James Bond dans Casino Royale. Ah oui. Et c'est un petit peu là où il va être remarqué. Petit à petit, il va prendre de l'importance. Jusqu'à 2012, La Chasse de Thomas Winterberg et son prix d'interprétation à Cannes. Ensuite, sa carrière, elle est lancée. Il va jouer dans la série Hannibal, il va jouer dans des Marvel, il va jouer dans des Star Wars, coucou George Lucas, dans Les Animaux Fantastiques. Il va être membre du jury à Cannes en 2016, il va jouer dans Indiana Jones, etc., etc. Et en fait, quand j'ai un peu regardé toute sa carrière à Mads, il n'y a pas tant de films que ça, mais c'est souvent des films où je vais me souvenir que de lui dedans. Ouais, et puis au final, tu vois, de ce que tu dis, moi je pensais qu'il était connu presque depuis avant et qu'il avait fait beaucoup plus de trucs. Et, je trouve son nom est plus gros que sa filmo presque. Carrément. Enfin, pas en qualité, mais plus en importance quoi, qu'on lui accorde. Enfin, il a la fame quand même, Mads Mikkelsen, globalement. Il a eu cette intelligence de jouer dans des gros films, dans des petits films, et pas de genre juste dire vas-y c'est parti, je fais que du Marvel et ma carrière elle explose. Non, il est revenu à des choses plus petites, il est reparti à des gros blockbusters, il est revenu à des petits films,
Thomas Vinterberg, c'est pas des petits films, mais c'est plus petit qu'un Marvel, quoi. Plus auteur, ouais, en fait. C'est ça. Il a vraiment eu cette intelligence et il joue quand même souvent des méchants. Oui, ça. Et là, en fait, on a toujours un peu notre... en coaching, je parle de typage, justement, de quel type de personnage on joue le plus facilement avec notre gueule et notre énergie, enfin, ce qu'on dégage. Et c'est vrai que lui, il dégage quand même un truc très dur, ouais, il dégage un truc dur. Donc... mais après, ce qui est intéressant, c'est que du coup, dans ce film particulièrement, il sait aussi montrer sa sensibilité et cette combinaison est intéressante. Et c'est pour ça que du coup, ouais, on sent qu'il y a, en fait, il a accès à plein de trucs. Quand il joue, il a accès à plein d'émotions, plein de ressentis et ouais, il est très précis dans son jeu. La danse, hein. En vrai, il y a beaucoup d'acteurs qui viennent de la danse, qui ont un truc... Enfin, c'est tout bête, mais ils ont un petit grain en plus dans leur jeu d'acteur. C'est corporel, ouais. Ouais, t'as l'utilisation du corps aussi qui est hyper importante. Et pour le coup, c'est vrai qu'il a un visage tellement spécifique, mais au final, dans son jeu, il est hyper présent. Et ça, je pense qu'il y a la danse qui fait beaucoup pour ça aussi. Et par rapport à ce que tu disais, Salah, ouais, il y a la scène où ils sont au dîner ensemble pour l'anniversaire d'un des 4, je sais plus lequel, prof de philo, je crois. Il lui tire un petit peu les verres du nez pour lui demander comment ça va dans sa vie et tout. Et où il a juste les larmes aux yeux. Et en fait, c'est vrai que Salah, t'as complètement raison. En fait, ça rend super beau ce truc entre le truc un peu dur qu'il apporte et en même temps la fragilité qu'il arrive quand même à laisser voir super bien. Et c'est vrai que ça rend un truc hyper magnétique un peu. Ouais. Un truc où t'as envie de creuser, quoi. Ouais, carrément. Et c'est vrai que du coup, moi, j'ai coaché cet été un athlète qui n'avait pas du tout joué jamais face à la caméra. Et c'est vrai que du coup, on faisait beaucoup de chorégraphie. Donc, on regardait beaucoup les choses par rapport aux petits mouvements de visage, des yeux, des choses comme ça, dans certaines prises, surtout quand on était en plan, vraiment un gros plan rapproché. Et du coup, il y avait peu de choses à faire avec les yeux, les choses comme ça. Et c'est vrai que je me suis vraiment rendu compte que moi aussi, je fonctionnais un peu comme ça à la caméra. C'est-à-dire, c'est comme si c'est une chorégraphie que je ne sais pas forcément en avance, mais du coup, après, je le remplis de l'émotion. Et après, on voit aussi quand il a clairement des pensées, des sous-textes qui sortent de ses yeux quand il dit rien. Et c'est vrai que ça aussi, j'adore regarder ça parce que j'analyse tout à fond hein, quand je regarde les acteurs qui sont face à la caméra. Du coup, je trouve ça vraiment intéressant de regarder comment est-ce qu'on voit dans leurs yeux, dans les petits mouvements des yeux, on lit les pensées. Et ça vient clairement du fait que les personnes sont en train d'y penser, en fait. Il y a des pensées qui nous font faire des petits micro-mouvements. En fait, c'est fascinant. Impressionné par ça. Moi qui joue pas du tout, je regarde des films, ça m'impressionne beaucoup. T'as Thomas Bo Larsen qui joue Tommy. Et lui, c'est vraiment, je pense, l'acteur fétiche de Winterberg, puisqu'il a joué dans pratiquement tous ses films. La chasse, Drunk, pour les principaux que je vous ai cités, mais j'ai pas grand-chose à dire sur lui parce qu'il c'est vraiment un acteur qui joue pratiquement que dans des films danois. Il n'a pas vraiment percé à l'international, mais il a un style vraiment particulier dans son jeu. Je trouve qu'il est un peu punk. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Il a un côté fucked up un peu tout le temps. Vraiment, en fait, même sa tête, il a un visage de punk. Et vraiment, je trouve que tous les rôles qu'il joue vont super. Alors, je sais pas si les rôles sont écrits pour lui. Il se dit, je vais faire jouer mon pote, mais en fait, il incarne tellement bien tous les rôles qu'il joue. Alors, il me déçoit jamais, ce gars. Alors, c'est lequel déjà ? C'est Tommy. Le prof de sport. Oui, incroyable. Incroyable interprétation d'être bourré, en fait. Le fait d'être bourré, c'est super difficile de jouer ça. On va en reparler tout à l'heure des litres d'alcool ou pas sur le plateau, mais l'acteur, il m'impressionne peut-être plus en fait que Mads Mikkelsen dans certaines scènes, quoi. L'air convaincu, non ? Si, mais en fait, parce que moi je pense que je l'ai vu que dans Festen et Drunk, je suis pas sûre de l'avoir vu ailleurs, mais oui, je capte, il a un côté un peu chaotique. C'est ça quand tu dis punk, oui, il a un truc un peu... t'as l'impression qu'il se passe plein de trucs dans lui un peu tout le temps. Et puis Festen, c'est dans son rôle aussi. Ah oui. Mais comme tu dis, dans le choix de ses rôles, après, peut-être même qu'on lui écrit des trucs à la longue, parce que comme il a un style justement bien... c'est sûr que si
si le réal connaît les acteurs, enfin, ça arrive souvent quand même qu'ils pensent aux personnes spécifiques pour ça. Et c'est vrai que, ouais, mais après, je dirais quand même par rapport aux acteurs et leur, comment dire, qui est meilleur que qui, je pense que là, il s'agit vraiment d'une sorte de dynamique collective. Et même globalement, j'y crois beaucoup plus que dans les performances, comment dire, je crois beaucoup plus aux dynamiques du groupe qu'aux performances individuelles, en fait, des gens. Donc, c'est toujours une sorte de alchimie ensemble. Et c'est vrai que du coup, ça se sent vraiment dans ce film. Et les acteurs doivent se connaître une partie. Ça, c'est les 4 plus Winterberg, c'est des copains. Mm. En fait, c'est un film de copains entre guillemets, quoi. Bah, ça se sent. Ouais, ça explique que la scène... Moi, je m'étais mis dans mes notes, tu vois, en le revoyant, la scène du dîner pour l'anniversaire, je la trouve... Enfin, je sais pas, je trouve que t'es avec eux et ils sont super attachants et c'est hyper... même à la fin, quand ils sont complètement bourrés, qu'ils font n'importe quoi, là, dehors, qu'ils sautent sur le dos en fumant des clopes, machin. Ouais. Enfin, je sais pas, il y a un truc... t'as vraiment l'impression de voir... des copains, vraiment. Revu des soirées avec des copains, quoi, tout simplement. Ouais, c'est ça. Oui, et ça se sent. Et c'est vrai qu'après, ça ne veut pas dire, et encore une fois, en tant qu'actrice et coach d'acting, je dirais jamais qu'il faut connaître très bien les gens avec qui on bosse toujours. Parfois, c'est juste une question de casting qui marche super bien, même si on ne se connaît pas du tout. Mais c'est vrai que quand c'est le cas, ça ajoute quand même quelque chose d'incroyable dans la recette. Ça aide. Et puis surtout sur des films un peu particuliers comme ça, où en fait, on parle juste de mecs qui se rincent la gueule à longueur de journée. En fait, c'est compliqué à jouer ça. Genre, c'est avec des gens que tu connais pas particulièrement, tu vois. Si t'as jamais fait la fête avec le gars qui est en face de toi, comment tu peux savoir un peu ses réactions, comment il va être, tu vois. Et je pense que le fait que ce soit vraiment des copains, c'est plus simple pour eux. Tout, en fait. Ouais, ça dépend. Franchement, en tant que comédien, on est amené de faire des choses parfois hyper personnelles d'un coup avec les inconnus. Mais c'est vrai que du coup, comme la caméra capte tout, s'il y a déjà une complicité entre les gens, et surtout entre tout le monde, forcément, ça ajoute quelque chose. Forcément. 2 autres acteurs qui jouent les copains, du coup, donc c'est Magnus Milang qui joue Nicolas et Lars Rante, je suis désolé pour les noms que j'écorche à chaque fois, qui joue Peter. Donc c'est 2 acteurs danois qui jouent vraiment que dans des séries télé. C'est un peu comme s'ils jouaient dans Plus belle la vie. Ouais, désolé, hein, c'est pas très beau, mais Plus c'est belle la vie, réalité. il y a des très bons acteurs. Hein, Vraiment une carrière de télé. On a aussi Maria Bonnevie qui joue Annika, du coup, la femme de Martin. Elle est vraiment plus scène de théâtre et qui a été récompensée plusieurs fois. Elle a une carrière vraiment pareil dans des films scandinaves, sans prétention, mais elle joue quand même, se débrouille bien quand même. Là, pour le casting qui est assez rapide quand même, enfin, c'est pas un film où il y a beaucoup d'acteurs. On a surtout quand même Mads Mikkelsen qui prend beaucoup de place dans l'acteur connu, entre guillemets. Moi, j'aime bien du coup, je sais pas, je me souviens plus de son prénom, mais le prof de musique, je le trouve hyper sincère, je sais pas, un truc super touchant en fait. Ouais, non, mais c'est des acteurs hyper forts, hein, c'est sûr. Ça se voit, ça se sent, enfin, il n'y a aucun moment qu'on n'y croit pas. Ça fonctionne, quoi. C'est une vraie tranche de vie. Ça pourrait être réel. Qui mettent en pratique la théorie du psychologue norvégien Finn Erderud. Je suis vraiment désolé pour les noms. Non, mais de toute façon, c'est du danois. En fait, tu mets juste une patate chaude dans la bouche et après tu parles et ça marche. Voilà, c'est ce qu'on dit en Finlande. Bon, ça va alors. C'est un psychologue qui existe vraiment dit ça, même s'il est un petit peu revenu sur ses propos en disant dans une interview qu'en fait c'était une mauvaise interprétation et qu'il n'avait pas vraiment tout à fait dit ça. Ah, d'accord. Donc qu'est-ce qu'il dit la théorie ? La théorie, elle dit que serait né avec un taux d'alcool dans le sang qui présenterait un déficit de 0,5 g par litre de sang. Donc dans le film, eux, ils essayent de se maintenir à 0,5, après ils font des expériences, ils vont plus loin. Alors, scientifiquement, qu'est-ce que ça vaut ? J'ai fait mes petites recherches et tout, j'ai fait des tests. Non, c'est pas vrai. J'ai juste fait des petites recherches, j'ai pas essayé sur moi. En fait, vous savez pas, mais là, je suis complètement bourré. Non, c'est faux. Non, c'est faux, bien sûr, c'est faux. Alors, en fait, ça marcherait un premier temps, puisque ça va vous aider à créer et à entreprendre des nouveaux liens sociaux dans votre boulot. Faible dose, en fait, ça marche, et vous allez être relaxé, vous allez avoir un meilleur sentiment de confiance en vous, qui est produit par l'alcool, et vous allez avoir des stratégies aussi des résolutions de problèmes qui sont plus créatives et plus diversifiées. Donc, amélioration un petit peu de vous. Aide aussi compétence des langues étrangères, et vous avez apparemment une mémoire plus précise. On sent ça dans le début de film, hein, de toute façon. Du coup, donc j'ai lu plusieurs articles là-dessus, et c'est un petit peu ce que tous les articles disent. Mais
il est difficile de maintenir que 0,5 grammes par litre de sang. Et on le voit un peu dans le film, pour eux aussi, ils fluctuent un peu. Vous allez souvent être beaucoup plus au-dessus. Que sur le long terme, si vous avez toujours de l'alcool dans le sang, votre corps il va s'adapter. Donc vous allez boire plus. Et du coup, vous allez développer des maladies, des cancers. oui. Vous allez avoir des problèmes sanitaires et sociaux, comme dans le film. Devenir alcoolique. Vous allez devenir alcoolique. Bref, c'est une idée de merde. Voilà. Il ne faut pas le faire. Merci. Mais je préfère prévenir, on ne sait jamais. Hein. Faut pas que le film donne des idées. Exactement. Mais c'est une super idée, mais dans la pratique, c'est pas du tout une bonne idée. Donc, buvez avec modération. Drunk, ça va être un succès puisqu'il va avoir le César, le BAFTA et l'Oscar du meilleur film étranger en 2021. J'en ai fini. Je vais laisser ma place à Ninon qui va nous expliquer que boire de l'alcool, c'est bien. Non, pas tout à fait. Je vais expliquer que si c'est bien filmé, c'est très cool. Alors Drunk, moi, la première fois que je suis allée le voir, en fait, je me suis plantée, j'avais pas vu, et c'était une séance jeunes parents à UGC. Donc si jamais il y a des jeunes parents qui nous écoutent, au cas où vous saviez pas, il y a des séances adaptées pour aller au cinéma avec un bébé, en fait. Donc ça consiste en quoi ? Il y a une table allongée au fond de la salle. Le son est plus bas et on n'est pas dans l'obscurité totale. En fait, voilà, pour que ce soit regardable avec un petit quoi. Sans endommager. J'ai jamais osé y aller. Plein de fois, j'ai vu que c'était ça. Je me suis dit, oh non, ça va être un enfer. C'est vraiment un enfer, cette séance ? C'est pas un enfer parce que petit à petit, tu t'habitues, mais c'est juste très frustrant parce que t'as envie de monter le son, quoi. Okay. Voilà. Et puis après, vaut mieux qu'il n'y ait pas de bébé qui pleure et tout. Donc là, il n'y avait que moi et une jeune maman, du coup, avec un tout petit bébé et une amie à elle. Elles étaient deux. J'étais un peu dégoûtée quand j'ai compris que du coup ils montraient pas le son, mais en même temps c'est quand même chouette que des séances comme ça existent parce que ça veut dire qu'on vit dans un monde où on peut être cinéphile et jeunes parents et ça c'est beau. Oui, voilà, tout à fait. C'était mon petit big up à UGC pour les séances jeunes parents, même si quand vous n'êtes pas jeunes parents je conseille pas forcément parce que c'est très frustrant. Mais voilà. Alors Thomas Vinterberg, il dit en interview que ils ont remarqué avec les stats du film, des distributeurs et tout, que pas mal de gens l'avaient vu plusieurs fois. Et lui, il pense qu'il y a quelque chose d'un petit peu extatique dans le film qui doit donner envie de le revoir. Et moi, après avoir vécu la séance la plus calme de ma vie, effectivement, j'y suis retournée et j'ai ramené du monde avec moi en plus parce que c'est un film qui se partage, je trouve aussi. C'est un film qui est agréable à regarder à plusieurs, donc ça peut peut-être expliquer aussi que les gens y soient retournés. Peut-être que tu vas tout seul une fois, puis tu ramènes ton copain, ta copine, tes potes, voilà. Je suis assez d'accord avec ce truc un peu extatique, un peu planant qu'on retrouve du coup globalement dans les films scandinaves un petit peu. Moi je trouve qu'il y a souvent ce truc un peu... Alors je suis pas une experte pour le coup, mais de ceux que j'ai vus, souvent il y a un petit peu ça qu'on trouve dans Festen évidemment. Pas de la même façon du tout. Il y a un truc quand même extatique parce que épuré, un peu hypnotisant aussi dans Festen. Enfin il y a un truc comme ça avec un goût de reviens-y comme on dit. Personne ne dit plus ça, mais pour revenir à Drunk, donc Thomas Vinterberg, il dit lui-même en interview qu'il voulait surtout faire un film sur l'existence, pas seulement sur le fait d'être en vie, mais sur le fait de vivre. Et en termes de mise en scène, côté interprétation, il voulait que Mads Mikkelsen commence le film presque en mort-vivant, c'est vraiment les mots qu'il dit, et qui reviennent à la vie au fur et à mesure de l'histoire. Et donc, en fait, jusqu'au dernier élan de lâcher prise ultime avec la séquence de danse à la fin. Et ça, moi, je trouve que c'est plutôt bien réussi quand on regarde le film attentivement de ce côté-là. Le rythme du film, il est relativement lent, mais jamais ennuyeux. Alors, ça n'engage que moi, mais moi, je trouve qu'il est vraiment jamais ennuyeux. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et je pense que ça peut s'expliquer aussi grâce au montage, parce que, en fait, malgré que ce soit... Les actions dans le cadre sont relativement lentes, encore une fois, c'est relatif. Mais en fait, au montage, ils vont vachement couper les temps morts. Par exemple, quand il rentre dans sa salle de classe pour la première fois, en fait, on enlève pas mal de déplacements qui servent un peu à rien. Alors, s'il avait décidé, le réal, que ça aurait dû servir à quelque chose, c'était ok aussi. Mais lui, je pense qu'il valorise pas ça. Donc, en fait, il entre dans la salle et on le filme pas aller de la porte au bureau, poser son sac, machin. On le voit juste entrer dans la salle, il y a un cut, on coupe et on reprend direct en train de finir de s'asseoir sur sa chaise. Donc en fait, on nous évite un truc un peu explicatif ou démonstratif. Et du coup, globalement, ça donne un effet d'une mise en scène qui est efficace et qui prend le temps sur les moments importants. Et du coup, ça s'est mis en lumière grâce au montage, parce que du coup, c'est vrai que si on avait vu tout son petit chemin, en fait, le spectateur, il va forcément faire lui-même un tri des éléments auxquels il va porter attention. Est-ce que c'est la façon dont il marche, ou est-ce que c'est comment il pose le truc sur son bureau ?
Alors, c'est intéressant de fonctionner comme ça aussi, mais là, du coup, lui, il a fait le choix dans la mise en scène de nous épargner tout ça et de nous montrer vraiment que ce qu'on a besoin de voir. Et du coup, ça fait un truc très efficace. En fait, tu sais pas, mais il y a un director's cut de 4 heures avec que des déplacements. Va savoir. Oui, mais c'est vrai, ouais, tout ce qu'on voit, c'est important. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, il y a un vrai tri qui est fait et du coup, il n'y a pas de surplus. D'ailleurs, je ne sais pas combien de temps dure le film, mais il n'est pas si long que ça. Parfois, les films d'auteur, ils peuvent avoir tendance à Un peu moins s'allonger que un 2 peu. heures. 112 minutes. Ouais. Oh non, il n'est pas si court que ça non plus. Oh là là, mais il passe tellement vite parce qu'on s'ennuie pas, justement. Non, ouais, on s'ennuie pas du tout. Pareil, en termes de mise en scène, pour la présentation de nos 4 zigotos, là, et bah, c'est encore une fois super efficace. Vraiment, ça perd pas de temps. En un plan, on comprend tout. On voit le prof de sport qui lit son journal pendant que les jeunes ils font des pompes au gymnase. Donc, en fait, on capte qu'il est prof de sport et que globalement, il n'est pas super impliqué dans l'échauffement des élèves. Le prof de musique, il est face à sa chorale, pareil, il est un peu, un petit peu maussade. Le prof de philo, il est en cours, toute sa classe s'emmerde à mourir pendant qu'il déblatère ses petits trucs. Et après, donc, on revient sur Mads Mikkelsen, donc, qui est prof d'histoire, lui, dans le film. Et là, l'histoire va vraiment commencer parce que, en fait, dans le premier cours qu'on voit, il perd lui-même le fil de son propre cours et c'est un peu les élèves qui le rappelle à l'ordre un petit peu. Donc le truc du mort-vivant au début, moi je trouve que ça marche plutôt bien. La preuve c'est que même les élèves ils ont l'impression qu'ils se foutent de ses cours alors que c'est pas ce que t'attends d'un prof évidemment. Ses enfants à lui dans le film, ils prêtent aucune attention à lui. Il y a un moment où il leur parle, il leur dit oui je rentrerai à telle heure, vous avez des pizzas au congèle machin et ils répondent même pas, ils prennent même pas la peine, enfin il n'existe pas quoi. Et donc je trouve que globalement toutes ces scènes elles nous montrent que la jeunesse est vive parce qu'on a quand même la séquence du début aussi qui s'ouvre sur une fête étudiante où pareil il court en portant des trucs, enfin voilà c'est hyper vivant et au contact de ces 4 hommes et donc particulièrement Mads parce que c'est le personnage principal mais au contact de ces 4 hommes la jeunesse s'éteint un petit peu. Donc en cours ils se font chier, les enfants ils parlent plus, enfin c'est voilà. Alors que si t'enlèves les adultes du truc, en fait c'est une jeunesse qui est super vivante. Donc je trouve ça intéressant comment c'est montré tout ça et c'est assez fin je trouve. Drunk, selon la volonté de Winterberg, c'est une réflexion sur la vie mais qui n'apporte aucune réponse. Oui, c'est vrai. Winterberg, il le dit, en fait, c'est un projet qui pour lui vient du fond du cœur, qui lui tient très très à cœur. Et c'est un film qui va venir poser plein de questions. Et lui, il dit même que ça mène une sorte d'enquête, d'investigation de la vie. C'est beau. Et en effet, ces personnages, ils essayent de faire une expérience, même ils la documentent sérieusement. Le prof de philo, il prend des notes et tout. Ils font un truc, un peu comme une enquête. Vrai truc scientifique qu'ils font. Ouais, le but, c'est ça, à la base. Il dit aussi que c'est un film sur le lâcher-prise, sur se permettre d'échouer et que c'est une exploration de la vie. Donc c'est joli, le but, voilà. Et donc on a une scène marquante dans le film, à la fin. Attention, spoil, si vous n'avez pas vu Drunk, allez le voir et revenez après où vous avez arrêté le podcast. Un des 4 amis meurt parce que lui tombe dans l'alcoolisme. Bref, qui meurt. Oui, mais est-ce que les autres ne tombent pas aussi dans l'alcoolisme? Ah oui. Pour moi, tout le monde tombe dans l'alcoolisme. Oui. C'est juste lui qui en meurt d'abord. Accident ou suicide? Moi, je le vois, je pense que c'est plus un espèce de truc où il lâche prise. Waouh, incroyable. Où justement, on dirait un peu qu'il lâche l'affaire, quoi. Puis le truc du bateau qui se laisse voguer, c'est un peu le truc de aller, en fait, je m'arrête là, quoi. Donc suicide ou pas suicide, c'est plus un truc de, il était au bout, quoi. Un vrai débat sur Sens Critique de savoir si c'est un suicide ou un accident. Pour moi, la manière qu'il dit la veille, justement, à l'autre là, le personnage de Mads Mikkelsen, du coup, que je veux garder cette image de toi et tout ça. Enfin, il l'annonce pour moi. En même temps, il essaye de mettre son gilet de sauvetage quand même. Oui, bonne remarque. Ouais. Mais moi, c'est ça qui me tiraille, c'est il le dit en mode Après, ça peut être un réflexe de dire quand on prend le bateau, on met ça, mais en fait, il se dit c'est pas besoin. Il est tellement bourré qu'il n'y arrive pas aussi. Oui, déjà. Non, mais c'est intéressant parce que ça va pile avec ce que je disais parce que oui, je pense que c'est un truc de. Moi, je vois vraiment comme le personnage qui un peu advienne que pourra, qui lâche quoi en fait parce il est au bout de quelque chose, il en peut plus quoi. Donc après la mort de leur ami et tout ça, il y a les élèves qui passent le bac et qui obtiennent leur bac pour la plupart. Et donc on a cette scène de danse où du coup Mads Mikkelsen va danser au milieu de la célébration des jeunes avec son ami. Et en fait cette scène, elle fait un bien fou je trouve au moment où elle arrive. Elle est super belle et elle est très juste. Enfin, moi, elle m'a retournée. Enfin, elle est hyper bouleversante, je trouve.
Et en fait, je trouve, c'est parce qu'on vit plein de choses en 1h30, mais même plus du coup, en à peu près 2 heures de film, qui sont beaucoup trop réalistes, qui ressemblent beaucoup trop à la vie. Et la vie, faut avouer que c'est un petit peu épuisant des fois pour tout le monde. Et du coup, le réalisateur, il nous offre une scène de lâcher prise ultime, en fait, à ce moment-là. Parce que oui, je sais pas si vous avez déjà pris un cours de danse dans votre vie, mais c'est impossible de danser si vous n'avez pas de lâcher prise. Et je pèse mes mots, c'est impossible. Et du coup, Winterberg, il dit qu'il voulait montrer dans la chorégraphie un homme à la fois désireux de s'envoler et de s'écrouler. Et je trouve que c'est hyper bien réussi. Moi, c'est pas une réflexion que je m'étais faite, mais en sachant ça, je suis évidemment allée revoir pour la, je sais pas, peut-être 100e fois de ma vie cette scène. Et en fait, en effet, on voit qu'il essaye toujours de sauter, de prendre de la hauteur, et au final, il fait beaucoup de gestes très enfermés, très à l'intérieur, très proches du sol et tout. Et du coup, c'est super beau, toute cette alternance, on va dire, de on est léger et on est lourd. Et puis, c'est un peu la vie, quoi, qui est belle et qui est dure, et voilà. Et en termes de mise en scène maintenant pour cette scène-là, la caméra, elle suit de manière assez libre le comédien. Moi, j'aime bien le fait qu'elle fait pas qu'un avec lui. Comme des fois, on peut voir des scènes où la caméra essaye de vraiment faire un avec le comédien et tout. Là, c'est pas le cas. En même temps, elle est pas totalement extérieure. Elle est plus proche que si c'était juste un point de vue d'un élève ou quoi. Mais en fait, elle est un espèce de témoin actif un peu de ce qui se passe et elle l'accompagne vraiment. Et moi, je pense que cette scène, elle est si puissante justement parce qu'on a la bonne distance avec lui. On lui laisse de la place et en même temps, on est assez proche pour avoir l'énergie qu'il faut, quoi. Et en plus de ça, toute la mise en scène qui est quand même super maîtrisée par rapport à ce personnage, elle nous amène à ce moment-là, quoi, parce qu'on le voit être enfin lui. Là, il se soucie pas du regard ni de ses amis, ni de ses élèves, ni de sa femme. En fait, il est juste lui, et du coup, là, ça, tu pourras peut-être rebondir, mais en termes d'interprétation, ce que je trouve assez remarquable avec Mads Mikkelsen sur ce film-là et cette séquence-là, c'est qu'en fait, je trouve qu'il nous donne quelque chose de nouveau à propos du personnage à voir, qu'on n'avait pas vu jusque-là, mais sans trahir tout ce qu'on a vu pendant 1h30 et un peu plus. Il se transforme pas, c'est vraiment juste, il laisse son personnage s'exprimer à un point un peu ultime, quoi, qu'on n'avait pas encore vu. Et d'ailleurs, Mads Mikkelsen, il dit que c'est un film optimiste qui commande de vivre maintenant, parce qu'il n'y aura pas d'autre chance. Voilà. Moi, je l'ai pas, à la fin, je l'ai pas vécu aussi optimistement, comment dire, parce que personnellement, le fait qu'il reboit avec l'alcoolisme, l'état d'alcoolisme qu'il avait déjà, pour moi, cette fin amène pas un truc positif, mais un truc qu'il reboit, il est au nouveau bourré, il danse, oui, mais du coup, il n'a pas arrêté de boire, ni ses amis. D'ailleurs, personne n'a arrêté de boire. Donc, c'est vrai que du coup, moi, je ne l'ai pas senti comme quelque chose de... Comment dire, j'ai pas pu... Après, c'est aussi mon expérience personnelle et du coup, le fait que j'ai vu aussi des gens gaspiller leur vie à cause de l'alcool, que du coup, moi, je sens une tristesse en regardant cette scène. Et du coup, pour moi, le mec, il ne s'est pas du tout libéré en vrai parce qu'il est juste bourré, donc il peut danser quand il est bourré. Mais du coup, est-ce qu'il pourra être comme ça en ne pas ayant bu? Donc, c'est ça la question. Et après, donc, c'est ça mon question par rapport à la fin. Par contre, c'est très intéressant ce que tu dis par rapport au jeu, parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a un metteur en scène, Luca Franceschi, avec qui j'ai travaillé pendant des années, et qui disait un truc hyper juste pour moi. Il disait que pense à la scène, à la situation, ne pense pas à ton personnage. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'écoute souvent parce que faut faire confiance à l'histoire et au scénario. C'est-à-dire, en tant qu'acteur, on n'a pas tout le temps besoin de penser à notre personnage. Et c'est vrai que je pense pas que Mads Mikkelsen, je peux me tromper, mais je pense pas qu'il s'est dit « Tiens, je vais montrer autre chose de ce personnage dans cette scène ». Je pense qu'il a juste joué ce qu'il y avait dans la situation. C'est-à-dire, il a vécu la situation, il a dansé. Et c'est vrai que moi, je suis ancienne danseuse aussi, donc forcément, quand je danse, j'ai joué dans un court-métrage cet été dans lequel j'avais une scène de libération de danse dans la fin. Bon, j'étais pas bourrée, moi. Enfin, mon personnage n'était pas bourré, mais elle se libérait en dansant. Le court-métrage s'appelle Second Souffle. Et du coup, là-dedans, j'avais cette chance de pouvoir vivre ce genre de scène. Et c'est vrai que j'ai pas du tout pensé à mon personnage. Je me suis juste mis à danser et la joie de la danse se voyait de moi. Donc, c'est vrai que je trouvais ça très juste par rapport au jeu caméra, comme jeu au théâtre, tout ça, de se souvenir quand même du fait qu'on n'a pas forcément besoin de penser à notre personnage, autant qu'on a à vivre la scène
qui nous arrive. Et en fait, le spectateur va faire une partie de travail, quoi. Et le scénario est déjà là. Après, je pense aussi que quand on fait un long métrage, on rentre tellement dedans, dans le personnage. On est quand même un temps et un espace quelque part pour explorer son personnage. Donc, du coup, je pense qu'il n'y a pas... si ce genre de comédien, en plus, on voit comment il est. Il est très entier, il saute dans son personnage vraiment physiquement. Hein. C'est vrai que je pense que c'est aussi tellement ancré en nous, le personnage, que du coup, même si on fait autre chose ou avec une autre énergie, on arrive à le garder. Mais c'est vrai que c'est des choses qu'il faut se poser comme question en tant qu'actrice-acteur. Du coup, comment je peux continuer à porter les enjeux de mon personnage tout au long du chemin et que ces changements soient pas crédibles, voilà. C'est sûr, mais c'est vrai que j'ai l'impression que quand c'est très bien écrit, c'est presque comme si, et bien sûr qu'il y a une bonne réalisatrice, bon réalisateur, le problème se pose presque pas, la question se pose presque pas, parce que tout nous porte tellement bien. Et là, il faut dire, l'équipe est là, quoi. On sent que toute l'équipe porte le projet tellement bien que c'est un œuvre d'art tellement entier que du coup, on se dit, en fait, t'es en bon main, quoi. Et encore une fois, je dis équipe, parce que c'est pas lui tout seul qui fait tout ça. C'est vraiment une sorte d'alchimie entre les gens. Ouais, t'as raison, c'est bien de le repréciser qu'un bon film, une belle performance, en effet, elle est soulignée par la mise en scène qui fonctionne, par tout le monde qui gère son pôle et son truc. Ouais. Et alors, c'est difficile de parler de Drunk sans parler du Danemark lui-même, du coup, parce que Winterberg, il est quand même, il a l'identité de son pays assez forte. Alors, j'ai appris qu'on disait que c'était le pays le plus heureux du monde. Je ne savais pas. Et Winterberg, il a dit dans une interview qu'il en avait rien à foutre. On dit aussi que la Finlande, c'est le pays plus heureux du monde, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire sur les histoires de sécurité, de système social, enfin, sécurité sociale, tout ça. Mais en même temps, c'est aussi un pays, il me semble, en ce moment, il y a l'extrême droite, je crois, en Danemark. En Finlande aussi, maintenant, l'extrême droite dirige le pays. Donc, c'est vrai qu'on peut se questionner qu'est-ce que ça veut dire ce bonheur, des manières scientifiques de voir les choses, de déchiffrer les choses comme justement le système de santé, les choses comme ça. Mais je ne pense pas que ça soit une question d'être tout le temps en train de sourire et chanter, danser, être heureux, quoi. Oui, c'est sûr, c'est un pays qui a fait Festen, donc déjà, voilà. Il disait à Winterberg dans l'interview où le journaliste lui dit vous êtes dans le pays le plus heureux du monde. Il disait mais en fait ça veut rien dire. Enfin, vous prenez par rapport à quoi, par rapport à qui, enfin en fait ça n'a aucun sens. Et du coup il en avait rien à foutre. Oui, parce que dans les pays nordiques, c'est vrai que la consommation de l'alcool, comme on voit dans ces films, et je reconnais tout à fait, c'est complètement normalisé de se bourrer la gueule, même en étant adulte. Et c'est vrai que les deux cultures, comme quand je compare mon pays, la Finlande et la France, c'est qu'on boit peut-être le même montant d'alcool en France en faisant des apéros et en buvant un verre de vin dans le déjeuner. Enfin, et toute la journée, petit à petit, on boit des quantités. Mais c'est vrai qu'en Finlande, c'est le week-end, les gens se bourrent la gueule. Enfin, c'est vrai que c'est une culture où, du coup, c'est une manière de lâcher prise. L'alcool, c'est considéré comme une manière de lâcher prise. Et c'est vrai que du coup, l'alcool, ça, c'est aussi une raison. L'alcool, ça crée aussi de la dépression dans le corps. Enfin, c'est des choses... je pense pas que ce soit vraiment les pays très heureux non plus. Après, il y a des choses qui fonctionnent, c'est sûr, mais... Est-ce que si ça fonctionne dans certains niveaux de la société, ça veut dire que les gens sont heureux ? Oui, voilà. Mais du coup, c'est une expression qui m'a beaucoup fait rire, le plus heureux du monde, parce que justement, c'est un peu absurde. Et du coup, j'ai un petit peu regardé, et en effet, il semblerait que la Finlande soit le pays le plus heureux du monde, et qu'après, il y a le Danemark, et la France, elle est même pas dans le classement des... Il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Donc, comme tu le dis, le Danemark, c'est un pays traditionnellement consommateur d'alcool, donc c'est peut-être quelque chose, en effet, qui est un peu présent de ce côté-là du globe. Le taux régulier de consommation, il est supérieur à la moyenne européenne, apparemment, les infos que j'ai trouvées. Et les 15-17 ans, c'est les plus gros buveurs d'Europe. Déjà, là-bas, on a un accès légalement à certains alcools à partir de 16 ans. Et c'est des alcools assez forts pour déjà... c'est pas du panaché, quoi. Alors, buvez pas non plus de panaché tant que vous êtes mineur. Oh là là, mon Dieu, je suis très mauvaise en prévention.
En tout cas, l'alcool est très intégré dans la culture adolescente et dans les relations sociales, même adultes. Donc, comme tu disais, ça là, très bien. Mais du coup, chez les ados, tous les ans, il y a des milliers de lycéens qui se réunissent dans un champ près de Copenhague pour fêter la nouvelle rentrée scolaire et qui boivent énormément pour l'occasion. Et je pense que c'est ça qui est montré dans l'introduction du film. Du coup, ou en tout cas quelque chose qui s'en rapproche fort, parce qu'en effet, ils sont dans un espèce de champ, enfin, ils sont dans la nature, puis après, on les voit dans le métro. Ça pourrait être quelque chose comme ça. De courses qu'ils font là, ils ont un parcours. Ouais, ils ont une caisse remplie de bière et la ils boire doivent. avant d'arriver. Oui, donc c'est des choses qui sont connectées à la même culture de l'alcool pour les jeunes. Ouais, donc pour les jeunes, mais ouais, même après. Et d'ailleurs, je crois que c'est la femme, c'est Annika, je crois, dans le film, qui dit tout le monde picole dans ce pays. Oui. Voilà, c'est ça, à la fin, justement. Et donc, visiblement, des petits témoignages que j'ai pu lire et tout, il y a une vraie pression sociale avec l'alcool qui est présente dans tous les événements, en fait, et très tôt dans la vie. C'est pas propre au Danemark et à ces pays-là, mais comme tu dis, ça là, c'est peut-être qu'en France, on va boire un petit verre de vin plus régulièrement dans la journée, mais que là, c'est des vrais, comment ils appellent ça, là, les anglo-saxons, enfin, boire très vite, beaucoup très très vite et en peu de temps, quoi. Oui, boire pour se bourrer la gueule. Et d'ailleurs, en ce moment, là, je suis tombée sur un article en 2023, ils sont en train de beaucoup réglementer la consommation d'alcool chez les jeunes, parce que, en fait, ils ont pas mal de soucis après, même de santé, quoi, chez les adultes après. Et donc, le film se sert donc de cette réalité culturelle-là, du coup, donc pour parler de la vie et l'existence, comme Winterberg, il le dit bien. Il y a une scène d'ailleurs où Mads Mikkelsen, il leur demande combien de fois par semaine ils boivent, et il y en a un qui répond, et en fait l'énumération, elle termine pas, quoi, et ça les fait tous rire, et l'élève il termine, puis après il dit ah oui, et le mercredi aussi quand il y a du foot. Et en fait on comprend bien du coup l'aspect social du truc. Ah bah oui, il y a du foot, donc évidemment que je vais sortir voir le match, mais que du coup, je vais me pinter en même temps, quoi. Ouais. Donc, le film, il fait pas l'apologie de l'alcool, moi, je trouve. Moi, comme je le ressens, là, après, c'est subjectif aussi avec chacun des histoires et tout, mais moi, comme je le ressens, je trouve qu'il juge pas ces personnages, il les inscrit simplement dans une réalité, en fait, culturelle et sociale. Ouais. Et comme tu disais par rapport à la danse à la fin, en effet, il y a encore une fois pas de réponse qui est donnée, parce que oui, il a encore une bière à la main, et on sait pas est-ce qu'il danse parce qu'il noie son chagrin de son ami dans l'alcool, ou parce qu'il est trop heureux parce que sa femme lui a répondu et que du coup voilà, enfin en fait on sait pas, il y a pas de réponse donnée, mais le fait est qu'ils ont encore tous les deux une bière à la main et que tous les étudiants autour font la fête aussi avec l'alcool. Donc mais je trouve que dans la façon dont c'est fait, il y a pas de jugement, en fait c'est vrai que ça marche comme ça, il y a des trucs bien et des trucs dramatiques qui en découlent, et c'est un peu à nous, mais c'est ce que voulait Winterberg, quoi, de poser des questions, et je trouve que pour le coup ça marche. Ouais. Et on laisse un peu libre l'interprétation. Après, quand on connaît comment ça fonctionne l'alcoolisme, il faut plus boire, en fait, si on veut sortir de ça. Donc, c'est vrai que du coup, je pense que l'interprétation dépend effectivement aussi de notre connaissance de ce que c'est l'alcoolisme. Oui, c'est vrai. Et Winterberg, il dit à propos de l'alcool que c'est un miracle liquide socialement accepté qui fait les gens tomber amoureux, mais qui tue aussi et qui détruit les familles. Et je trouve que c'est un beau résumé, au final. Donc là, comme tu disais ça là au début, c'est des personnages donc, qui ont une vie un peu ennuyante, quoi, et ils se demandent s'ils sont devenus chiants, d'ailleurs, hein, le prof de musique, il dit mais est-ce que vous me trouvez chiant? Est-ce que je suis moins marrant que quand j'étais jeune? C'est vrai qu'il demande, il demande à sa femme. La femme, elle répond pas. Horrible. Oui, voilà. Ouais. J'aimerais voir la version de ce film où, au lieu de commencer à boire de l'alcool, il commencerait de faire des cours de danse ensemble, ou faire du coaching ou de la thérapie, ou je sais pas, et voir chacun trouverait un truc qui pourrait vraiment les aider, en fait. Donc, ça, j'imagine ça dans ma tête. Tu réécris le film, c'est bien. Et donc, du coup, ils vont aller pousser leurs limites pour se ressentir vivre un peu. Au final, l'alcool, c'est aussi un prétexte, mais plus que de boire, en fait, le réalisateur, il trouve un truc où les personnages vont pouvoir pousser leurs limites et faire quelque chose plus ou moins interdit quand même. Boire au travail, c'est interdit a priori. Et Winterberg, en fait, il dit que ce qui l'intéressait dans ce truc de pousser les limites, c'est parce que quand on repousse ses propres limites, on prend des risques, et quand on prend des risques, on devient curieux, attentif, présent et éveillé. Et en fait, pour lui, ces personnages, ils poussent leurs limites pour se
pour se réveiller, quoi. Donc l'alcool, je pense que c'est en effet comme culturellement, socialement c'est présent, il s'est servi de ce prétexte qui reflétait bien ce truc de repousser ses limites justement. Et d'ailleurs le film il est malgré tout assez drôle, faut dire ce qu'il y a, il y a quand même des séquences qui font sourire quoi, voire plus, parce qu'en fait les profs du coup les 4 ils inventent des moyens plus ou moins discrets pour boire en cours, donc le prof de musique il fait fermer les yeux à toute sa chorale en leur disant ressentez machin, puis en fait il va au fond puis hop il siffle un petit coup de je sais pas quoi d'ailleurs. Il y a juste le prof de sport, lui il se fait pas chier, il met direct dans sa gourde et ça passe, il a pas besoin de trouver vraiment des subterfuges. Et du coup ça réveille tout un petit côté chez eux, c'est un peu des gamins quoi, qui veulent pas se faire prendre et en fait ils s'amusent beaucoup à faire ça au final, plus le fait de boire, c'est tout ce qu'il y a autour, le fait de faire un truc interdit. Qui sont pas censés faire, etc. Ils vont même jusqu'à sniffer à un moment, le prof de philo. Sniffe à un moment de l'alcool, ouais. Oui, c'est vrai. Ouais, dans son espèce de folie expérimentale, ouais, il c'est boit, vrai. il prend des espèces de bonbons à la menthe, là, et il se rend compte qu'il est pas assez bourré, et du coup, il va aller jusqu'à sniffer de l'alcool, quoi. Ce qui est pas forcément une bonne idée. Hein. Ouais, non, je pense que c'est une idée. Ça doit être très désagréable, en plus, faites pas ça chez vous. Mais voilà, donc ça donne quand même des scènes assez drôles, mais enfin voilà, des petits bouts de vie, quoi, d'anecdotes, de trucs comme ça. Et même s'ils vont de plus en plus loin dans les limites et que ça va aller jusqu'à l'irrécupérable, enfin la mort de quelqu'un quoi. Pour autant, on plonge quand même pas dans un drame total et noir, il y a toujours une dose de légèreté et donc ça c'est ça pour moi qui donne aussi le côté réaliste au film quoi, ça alterne constamment entre légèreté et dureté quoi. Et ouais, pour moi c'est ça qui fait la force des bons films qui veulent parler de la vie, c'est ça quoi. Tu peux pas parler de la vie en partant dans un drame absolu tout noir ou dans une full comédie, c'est impossible, c'est toujours l'équilibre entre ces deux trucs. Et donc je trouve que le film a un regard assez honnête sur le sujet. Comme je disais, on est loin de l'apologie, on est loin de la morale aussi, hein. Il dit pas non plus c'est pas bien, arrêter de boire. Donc en fait, on est quelque part peut-être où on est globalement un peu tous. Alors il y a des gens qui boivent pas du tout d'alcool, il y a des gens qui sont très extrêmes, et puis il y a un peu les gens autour de ça qui boivent un petit peu des fois, etc. Et je trouve que du coup, le film il est un peu quelque part par là où et encore une fois, il donne pas de réponse et c'est pas du tout ce qu'il veut faire en plus. Bon, je pourrais parler vraiment longtemps de ce film et de sa mise en scène, mais je vais juste rebondir sur quelques derniers petits trucs pour faire court. La photographie, elle est très très belle, l'image elle est très douce dans les textures, les couleurs et la lumière. Que tout soit très coloré, ça joue avec ce que tu disais avant, que le film il est pas sombre noir, tu vois. En fait, ça contraste vachement. C'est tout con, juste un ciel bleu en fait, ça t'aide vachement à éclaircir ton film dans tous les points, quoi. Ouais, et vraiment la photographie, elle est, la lumière, elle est douce, quoi. Elle est douce et c'est très clair. Après, en termes de montage, c'est très précis, comme je disais tout à l'heure, ça prend part à l'histoire vraiment. Le montage, il est impliqué, ça, je trouve ça chouette, c'est agréable les films comme ça. Par exemple, pareil, la première fois où ils boivent au restaurant quand ils fêtent l'anniversaire, on les quitte en train de chanter, de sauter dessus, de fumer des clopes, machin. Et là, on a juste un gros cut et on le retrouve sous sa douche, sans bouger. Et là, pour quelqu'un qui a déjà un peu bu dans sa vie, c'est très très clair, on n'est pas bien avec lui, c'est la gueule de bois, quoi, très clairement. Globalement, dans le film aussi, la caméra, elle est très libre, comme souvent chez Winterberg par ailleurs, et elle s'adapte constamment dans des mouvements assez organiques, et je trouve que tout ça, ça rajoute encore à l'effet réaliste. On a beaucoup de silence. Winterberg, il dit que le silence apporte une sensation de présence parce qu'on ressent le temps s'écouler avec le silence. C'est très très vrai. Et en fait, il y a pas mal de moments où il y a beaucoup de bruit. Et c'est beaucoup Mads Mikkelsen qui apporte ce truc de silence. Donc dans son interprétation déjà. Et puis même au son. Et même à l'image où il y a quelque chose qui se pose un petit peu. Encore une fois, il y a un truc assez minimalisme et épuré. Mais qui rejoint du coup toujours le dogme 95 et les affinités artistiques, on va dire, de Winterberg. On a aussi beaucoup de gros plans sur les visages des personnages alors qu'il se passe plein de choses dans leur environnement. Donc au son, on entend qu'en fait, ils sont dans un endroit qui bouge énormément. Mais visuellement, on n'a pas accès à ça parce qu'on est sur le personnage. Et du coup, ça, c'est une superbe façon pour dire plein de choses sur le personnage sans un mot, mais sans même qu'il ait besoin de bouger les sourcils. Comme tu sais, ça là, après, ça se joue dans les micro-expressions et juste l'observation du personnage. Et puis après, le spectateur par-dessus qui rajoute son interprétation de ce qu'il entend au son et tout. Mais ça, je trouve que le gros plan, c'est évidemment une des plus belles choses que le cinéma
cinéma à Ports, même si des fois les réalisateurs ils en abusent. Je ne citerai pas de nom, même si j'en ai quelques-uns très clairs. Mais là, c'est pas le cas pour le coup. Ouais, ça marche super bien. On les adore, ces grands plans. Oui, parce que justement, ils ont un bon équilibre et il y a un réalisateur auquel moi, du coup, je suis pas très sensible parce que je trouve que justement, il y a trop de gros plans et en fait, quand il y en a trop, on manque de recul quoi, pour être vraiment touché par eux. Enfin, c'est évident, quoi. Faut pas en abuser. Tout le monde veut savoir les noms, là. Ben non, bon d'accord. Je pense à... Alors, il est belge, je sais pas comment on prononce, Lucas Dont, qui a fait Girl et qui a fait Close, mais je sais que t'aimes beaucoup Close, Valentin. Close, ouais. Mais en fait, il fait des beaux films. Réellement, c'est des beaux films. Mais moi, comme à l'image, comme ça, je trouve qu'il abuse énormément des gros plans. Et moi, au bout d'un moment, ça me... Tu vois, t'as besoin de respirer, t'as besoin d'avoir un équilibre en fait de tout ça pour que le gros plan sur le visage du gosse et tout, il soit d'autant plus fort. J'avais dit que je citerais pas de nom. Mais... Oui, mais il y a pas mal d'alternations, même par rapport à quand il est tombé, il était très bourré, il était tombé devant le voisin, et après il arrive à la maison. Du coup, il y a un gros plan, mais de profil du fils. Et ça dure très longtemps, ce moment où le fils vit juste sa déception, mais on projette tout ça sur lui parce qu'on voit même pas ses expressions. Mais en même temps, c'est un gros plan. Enfin, c'est assez dingue comme plan pour moi, justement. Et du coup, tout ce qu'on vit pendant ce plan-là, ça montre combien le langage de cinéma n'a pas besoin d'être rempli tout le temps des symboles et des choses, et il se passe ça, il se passe ça. C'est vraiment bien, en fait. Je trouve ça vraiment, il y a des moments vraiment purs comme ça. Ouais, mais c'est ça parce que, en fait, la mise en scène, elle est super maîtrisée et on revient sur le truc d'épuration, en fait, totalement... qui fait que c'est des films super forts au final. Moi, je suis très d'accord avec ça. On a une super séquence qui nous sort complètement de l'histoire aussi, où on nous montre plein de photos et vidéos d'archives d'hommes politiques en train de boire ou qui sont bourrés dans les cérémonies et tout. C'est une séquence que moi, je trouve assez jouissive, en fait, au moment où elle arrive. Donc globalement, c'est rempli de sourires plus ou moins contenus et de fou rire incontrôlé. Et le fait de prendre des archives d'hommes politiques, je trouve que c'est très malin et que ça raconte vraiment quelque chose sur l'alcool, sur les relations sociales. Mais là, après, on peut se lancer vraiment dans des réflexions philosophiques après par rapport à juste cette séquence. Mais du coup, c'est très malin. Et en sachant que Winterberg voulait qu'on se pose des questions, là, il lance une grosse bombe au milieu. Et c'est un peu au spectateur d'en faire ce qu'il veut, quoi. Tout ça sur fond de fou rire, parce que c'est une séquence qui est très drôle en même temps, malgré tout. Qui crédite au générique sous le nom des hommes politiques, d'ailleurs. Et Nicolas Sarkozy dans le générique. Ah ouais, incroyable. Il a fait partie du film. Incroyable. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup, moi, personnellement, ce genre de choses qu'on met dans un film, les petits extraits du réel. Je ne sais pas si vous avez vu alors, comment ça s'appelle en français? Je ne sais pas. Et même en anglais, je ne trouve pas le Spike Lee là, de Ku Klux Klan, le Black Klansman, ouais, voilà. Et du coup, là, dans la fin, on est vraiment... Voilà, je spoil un peu, mais voilà, on a ces extraits de la vraie vie. Bon, ça spoil pas l'histoire, mais c'est vrai que je trouve ça toujours très poignant parce que du coup, et en plus, il y a un côté un peu Brecht, enfin un truc un peu où d'un coup, on revient dans la réalité de l'histoire. Et moi, j'adore ça parce que je sais pas, pour moi, l'art, c'est pas que pour divertir. Enfin, j'adore le divertissement aussi, quelque part, mais mon préféré, c'est toujours quand on a des choses à se dire. Et quand je vois des choses où on rumine autour des sujets, mais en fait, je sens pas pourquoi ce film est fait, ou quel est le message, ou quelle est l'importance de cette œuvre à exister. Et du coup, c'est ça que je ressentais et dans ce film-là, et dans Black Klansman, parce que d'un coup, voilà, on est secoué un peu par la réalité, en fait, quelque part. Ça te met clairement au pied du mur, quoi. Ouais. C'est ça qui est bien. C'est toujours super fort, les images d'archives au milieu des films, parce que c'est sûr de mettre l'art et la réalité aussi proches, ça fait forcément quelque chose. Et en fait, c'est toujours des moments où tu es obligé de te poser des questions, tu peux pas faire autrement. Moi, c'est vraiment que tu reparles dessus, parce que, moi, la fin, elle m'avait... En fait, ça te scotche, tu fais... Là, tout ce qu'on vient de voir, qui est assez terrible, en fait, C'est pas fini. Là, cette séquence, elle est un peu moins...
j'allais dire un peu moins dur, mais en même temps, bon, ça raconte quand même pas mal de choses en choisissant des hommes politiques. Bon, voilà, c'est vraiment pas anodin, quoi. Mais du coup, je pourrais conclure là-dessus en disant que Winterberg, il voulait faire un film, pour le coup, qui célèbre la vie dans tout ce qu'elle a d'excitant et de cruel. Il voulait faire un film qui pose des questions, pas qui donne des réponses. Et pour moi, c'est un pari qui est complètement réussi. Donc, ça peut peut-être frustrer certains qui prennent pas de position. Mais moi, je trouve que c'est ce qui est fort au final, parce que voilà, c'est laisser la place au spectateur de voilà, il pose une graine et t'en fais ce que tu veux. Bon, merci Ninon. T'as décortiqué, beaucoup de monde en fait sont pas d'accord sur Internet et du coup beaucoup de gens passent à côté du film. Tu vois, j'en reparlerai un peu pendant les critiques, mais le fait que le film ne pose une question et ne réponde pas. Il y a beaucoup de gens que ça a dérouté et qui n'ont pas aimé le film. Ouais, souvent les gens détestent, comme les fins ouvertes et tout. Les gens détestent souvent, mais moi, ça me pose pas de problème. Du coup, je vous propose qu'on passe aux petites anecdotes du film. Et on va commencer par un truc carrément pas drôle du tout. L'âge du film, il démarre en mai 2019. Et 4 jours après le début du film, en fait, la fille de Thomas Winterberg, elle décède dans un accident de voiture. Wow. À l'âge de 19 ans. Ça vient vraiment perturber la production du film et ça modifie aussi le scénario puisqu'elle devait jouer la fille de Martin, le personnage joué par Mads Mikkelsen. Dur le tournage pour lui au début et du coup ça resserre un petit peu cette amitié entre ces quatre acteurs et lui. Ça a dû beaucoup l'aider. Le film lui est dédié entièrement. À la fin, on va écrire pour Ida. Certaines scènes du film qui sont tournées dans les salles de classe sont tournées avec ses camarades de classe. Wow, punaise. On parle très peu dans les interviews. Enfin, souvent, on lui pose la question et il esquive la question, quoi. Donc, ouais, ça se comprend. Quelque chose de difficile. Ouais, mais en même temps, quand on vit des choses comme ça dans la vraie vie, pendant qu'on fait une œuvre d'art, ça va forcément venir teindre à ce qu'on fait dans le bon et le mauvais. Enfin, comment dire, Frances McDormand qui avait su qu'elle allait avoir son enfant d'adoption pendant qu'elle jouait Fargo avec la grossesse. Elle a su pendant le tournage que ça y est, ils allaient pouvoir adopter enfin un enfant et qu'il allait arriver. Et du coup, elle jouait une femme qui était enceinte. Donc c'était, ouais, mais je pense que ça vient toujours. Mais de toute façon, la vie nous attrape. On est un peu dans la bulle du tournage souvent. Et du coup, la vie nous attrape et c'est vrai que ça va forcément venir nous impacter en tant qu'acteur, actrice, réalisateur et on peut pas faire autrement parce que la vie continue autour. Ouais, c'est ça. Ouais. On va parler de choses un peu plus joyeuses quand même. En 2021, DiCaprio, il a acquis les droits de Drunk pour proposer un remake américain dans lequel il pourrait peut-être reprendre le rôle de Mads Mikkelsen. Ah, Ninon, elle fait des grands noms de la tête. Oui, non, mais ça fait très non, ouais. Stop. Mais bon, après, sait-on jamais. Mais bon, c'est vrai que les remakes américains, je suis pas très fan, moi, perso. Non. En disant non, j'ai une petite partie de moi qui serait, comme il y a un côté culturel et social hyper important, il y a une petite partie de moi qui serait tentée de voir ce que ça peut donner avec le point de vue américain, mais en même temps, c'est une autre histoire. Il y a plein d'autres manières de parler de ça. C'est dommage. Ouais, ou alors faut négocier correctement. Tu dis, ok, on fait un remake américain, mais c'est Winterberg qui réalise. Tu vois, comme ils ont fait avec Funny Game et Funny Game US, tu vois. Haneke, il a dit, vous voulez un remake ? Ok, c'est moi qui fais. Ouais, mais il pourra pas avoir... culturellement, il n'est pas américain. Donc il pourra... Là, ce qui est intéressant, c'est de voir le point de vue... Ouais, mais ça va être chiant. Ça va être oui. nul. C'est vrai que du coup, le film pose quand même tellement sur la... c'est difficile pour moi, je vois pas trop d'intérêt. Après, tu peux faire un film qui ressemble sur la culture de l'alcool aux États-Unis, mais je pense que faire le même film, personnellement, je trouve ça pas super intéressant. Après, on peut se tromper, et coup, c'est un œuvre d'art incroyable. En tout cas, il a acquis les droits, mais moi, j'ai jamais entendu parler de pré-production, de Drunk US ou rien du tout. Donc, des fois, ils achètent les droits pour pas grand-chose. Hein. Alors, petite question. Combien il y avait eu de bouteilles bues sur le film, à votre avis ? Bouteilles d'alcool, évidemment. Du vrai alcool ? Ouais, du vrai alcool. Ah ouais, bonne question. Parce que c'est vrai que moi, je me pose cette question par rapport au jeu. Parce qu'on s'était dit, j'ai regardé ça avec mon mari, qui est aussi acteur, et du coup, hier, on s'était dit justement, mais ça, c'est le truc le plus dur de jouer, être bourré. Et la vraie question, c'est est-ce qu'ils ont été bourrés, quoi. Alors, est-ce qu'ils étaient bourrés ou pas ? Est-ce qu'il y avait des bouteilles ? Moi, il m'a semblé voir que non. Ok. Qu'ils jouaient sobre. Mads Mikkelsen, justement, il disait qu'il avait beaucoup étudié le truc et que du coup, il se forçait à avoir des gestes super précis parce qu'il disait que quand t'es bourré, comme tu sais pas trop ce que tu fais, t'essayes de faire comme si tu l'étais pas et du coup, qui joue Tout à fait. le mec qui essaye de pas avoir l'air... Oui, je confirme. C'est comme si on essaie de plus se contrôler
Et du coup, on essaie de plus articuler, etc. Mais du coup, tout est un peu ralenti. Donc, ouais, c'est un vrai travail. Il disait qu'il faisait des gestes précis, mais avec un truc un peu bancal quand même. Effectivement, c'est un film sur l'alcool sans alcool. Il y a eu 0 goutte d'alcool sur le tournage. Très bien. Pour tout simplement une raison déjà, c'est qu'un des 4 acteurs, donc Thomas Bo Larsen, il est inscrit aux alcooliques anonymes. Donc celui qui joue le prof de sport est un ancien alcoolique. Donc déjà, ça a enlevé la possibilité qu'il y ait de l'alcool. Et il a dit aussi qu'il y avait réfléchi pour les 3 autres. Et en fait, il s'est dit, ça n'a aucun intérêt. Je vais pas demander à mes potes de boire de l'alcool, en fait, parce que les réactions seront moins bien, en fait. Ils vont moins bien jouer. Pour lui, ils allaient moins bien jouer que si ils jouaient des faux mecs bourrés. Mais c'est tout à fait ça. C'est-à-dire, personnellement, je crois toujours, avec la caméra, il ne faut pas essayer de mettre les comédiens dans la difficulté dans une manière ou une autre. Parce qu'il y a des réalisateurs qui mettent, qui harcèlent les comédiens pour qu'ils soient réellement perturbés. Et en fait, le jeu caméra, il faut qu'on soit détendu. Mais du coup, précis aussi. C'est-à-dire, il faut être détendu et précis en même temps. Et ça demande effectivement de ne pas boire de l'alcool. Donc, quand tu as commencé à parler des bouteilles, je me suis dit, punaise, peut-être que je me suis trompée. Et après, je me suis dit, je croise les doigts parce que vraiment, pour moi, ça, c'est la réponse professionnelle, quoi. C'est-à-dire, non, on n'est pas bourré. On n'a pas besoin d'être bourré pour jouer à être bourré. On n'a pas besoin d'être dans une vraie crise d'angoisse pour jouer à une crise d'angoisse. Et en vrai, quand on pleure vraiment, et ça c'est quelque chose qui peut être surprenant, mais quand on pleure vraiment face à la caméra, ça fait souvent pas réaliste. C'est-à-dire, ça m'est déjà arrivé de vraiment pleurer hystériquement, et quand je me suis regardée au moniteur, je me suis dit, mais en fait, j'y crois pas, c'est trop. Et c'est pour ça que du coup, il faut savoir que la caméra, c'est quelque chose qui modifie les choses. Et justement, c'est complètement en accord avec ce que tu dis. Donc du coup, pour jouer vraiment les mecs bourrés, se sont inspirés de leur propre expérience, de Charlie Chaplin et aussi de vidéos de Russes bourrés sur YouTube. Génial. Oui, j'ai vu ça m'a trop fait rire. Chaplin, c'est génial ça. Buster Keaton aussi, Mads Mikkelsen, Oui. il dit que il préfère même Keaton à Chaplin. Mais c'est vrai que c'est des comédiens très corporels. Quand on regarde la scène, quand ils sont dans le supermarché, c'est juste une sorte de joie. Parce que justement, moi, je ne me suis pas posé cette question hier en le regardant. Je ne me suis pas posé la question si c'était bourré vraiment ou pas. Je me suis surtout dit, waouh, mais vraiment, c'est vraiment magique niveau jeu. C'est de les voir jouer comme ça avec tout le corps. C'est dingue. Et moi, du coup, il y a un truc que je trouve encore plus fou, du coup, c'est Thomas Bo Larsen, qui du coup, lui, est un ancien alcoolique, qui du coup joue un mec. Enfin, lui, il a joué, entre guillemets, certaines scènes de sa vie, je pense, de sa propre vie, je pense. Ça nous arrive, hein. Moi, j'ai déjà été demandé pour des choses où il y avait mon histoire. Moi, je connais déjà des comédiens qui ont refusé de jouer dans une histoire qui était trop proche de leur histoire parce que ça s'était passé en même temps. Et c'est vrai que quand on vit des choses très tragiques, faut faire attention à pas aller faire quelque chose qu'on n'a pas travaillé, parce que du coup, c'est sûr que ça va remuer des choses. Mais c'est vrai que si on a travaillé sur nos blessures, c'est quand même aussi hyper intéressant de pouvoir les mettre en utilisation de son personnage, tout en se protégeant, parce qu'il faut pas... Faut faire attention. Je suis pas quelqu'un qui va dire aux comédiens, par exemple en coaching, d'aller chercher sur leurs propres blessures, leurs propres difficultés. Mais par contre, de toute façon, ça va impacter, ça va venir. Les couches de notre personnalité, nos souffrances personnelles aussi, vont venir dans notre jeu. Et je pense que c'est effectivement pour lui sûrement très intéressant de faire ça. Après, faut pas être dans le moment où il vient d'arrêter de boire, par exemple. Je pense que c'est une plus ancienne histoire, et comme ça, on peut plus... parce qu'il faut faire attention à soi aussi, se protéger. Et c'est marrant que tu dis ça, parce que du coup, moi, je savais pas qu'il avait été alcoolique réellement. Et je trouve que c'est le seul des 4 qui fait pas rire du tout. Je trouve que quand tu le vois chez lui et tout, c'est le seul des 4 où c'est pas un peu marrant. Tu vois, le prof de philo, quand il rentre chez lui un peu bourré, sa femme, elle le jette du lit et tout. C'est pas drôle, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a un côté un peu grotesque et tout. Oui. Et je trouve que Tommy, chez lui, t'as pas du tout ça. C'est juste hyper triste quand Mads Mikkelsen, il vient l'aider il lui fait des pâtes et tout. Enfin, t'as un vrai truc. C'est le seul des 4, je trouve, où il y a un truc vachement lourd. Tout est plus triste aussi chez lui. Tu vois, il vit tout seul. Son chien, il est obligé de le porter pour aller pisser. Enfin, toi, tout est horriblement triste, tu vois. Oui, et c'est vrai que du coup,
on voit sur son visage aussi, c'est les traits de visage, c'est-à-dire, c'est pour ça que du coup je trouve toujours personnellement intéressant les gens un tout petit peu marqués dans une manière ou une autre, que ce soit la fatigue ou les blessures ou les choses. Enfin, moi j'adore ça, j'adore voir les rides sur les comédiens, enfin les comédiennes. Et c'est vrai que là, on voit vraiment des marques d'une vie super dure vécue, quoi. Donc c'est pas de. Après, ça peut être maquillé, mais c'est pas la même chose si on le fait en maquillage. Voilà pour les quelques anecdotes que j'avais sur le film. Je vous propose qu'on passe aux critiques. Et pour une fois, je vais pouvoir un petit peu défoncer Cahiers du cinéma. Vous savez que je les aime beaucoup, mais en fait, des fois, je sais pas pourquoi ils passent à côté des trucs. Je sais pas, ils ont détesté Drunk. En fait, c'est le seul magazine critique de cinéma qui n'a pas aimé Drunk, au point de vraiment, genre, l'enterrer. Vraiment, c'est. Et J'ai pas pourquoi? compris. Alors, je vais vous lire un petit peu la critique qu'ils ont fait. Donc, c'est dans le Cahier du cinéma numéro 769 de octobre 2020. Et pour eux, le film est fade, avec un Winterberg qui, je cite, ne sait pas filmer la beauté convulsive, la pantomime grotesque et le lent effondrement des corps alcoolisés. En fait, comme souvent, ils passent à côté genre d'un tout petit truc, et ce qui fait qu'ils comprennent pas le film. Justement, moi je trouve que la force du film, c'est que il en fait pas trop, il en fait jamais trop. T'as pas besoin de les voir, tu les vois déjà bien assez alcoolisés et ivres. T'as pas besoin de filmer. Oui, c'est sûr, des fois, tu vois, dans les films d'auteur un peu américains et tout, parfois t'as des trucs d'alcoolisme, mais en effet, c'est beaucoup plus violent, c'est beaucoup plus dur et tout. Mais en vrai, t'as pas besoin. Là, le propos du film, il est super fort comme ça. Ouais, non, mais c'est vrai que personnellement, j'aime pas trop lire les critiques des films parce que je trouve que ça dépend vachement, mais c'est vrai que il y a des moments où j'ai vraiment l'impression que ça crée une sorte de envie chez la personne qui l'écrit de se positionner comme un expert et je sais pas, pour moi les films sont tellement subjectifs comme expérience, enfin, donc c'est vrai que c'est important pour moi de se libérer de ce genre de choses. Mais c'est vrai que c'est surprenant. Là, dans ce cas-là, c'est surprenant. Mais c'est vrai que parfois, je me demande aussi, mais c'était le cas pour justement les feuilles mortes de Aki Kaurismäki, où je me suis demandé comment est-ce que les Français vont comprendre ça. Et effectivement, j'ai vu beaucoup de Finlandais dire sur Internet qu'ils avaient vu des Finlandais, immigrants finlandais qui habitent en France, comme moi, et qui se sont dit j'étais au cinéma, mais en fait on n'a pas rigolé au même moment avec le public français et moi, et c'est vrai que ça m'est arrivé pareil, et c'est vrai que l'humour parfois mais j'ai l'impression que ça se comprend, enfin là tout ce que vous dites, j'ai l'impression que c'est pas non plus hyper différent et hyper incompréhensible, mais c'est vrai qu'il y a des subtilités quand même, j'ai l'impression, et qui n'existe pas forcément dans le cinéma français. Et je pense que c'est pas forcément une question seulement culturelle, mais aussi de sensibilité personnelle, quoi. Mais là, vraiment, moi, ce qui me choque dans le cas de Drunk, c'est que vraiment, la critique est assez unanime pour dire que c'est un bon film, sauf les cahiers. Non, mais on est vraiment au point que, genre, par exemple, Télérama ou Positif, qui sont, entre guillemets, on peut dire, la concurrence des cahiers, pour eux, c'est un 4 étoiles, alors que les cahiers, c'est même pas une étoile, tu vois. Ouais, ils ont été durs. Après, moi, là, je suis pas contente non plus contre eux, parce qu'ils ont descendu Perfect Days aussi. Et alors que je vois pas comment tu peux descendre Perfect Days, mais bon. Voilà. Pour vous dire, j'étais à 2 doigts de leur faire un mail pour qu'ils m'expliquent, mais j'ai pas pris le temps. Oui, mais parce que peut-être je le ferai. Parfois, c'est des choses tellement personnelles. Enfin, c'est un peu comme nous, hein. Ninon, tu connais aussi la partie actrice, c'est-à-dire le fait d'être rejeté par quelqu'un alors que quelqu'un d'autre t'adore dans une audition ou un casting. Et c'est vrai que c'est des choses tellement, tellement personnelles. Et je pense que le film, c'est pareil. Il suffit d'avoir un truc même inconscient qui nous fait qui nous empêche d'aimer quelque chose, et après on va trouver des raisons plus sophistiquées et les écrire sur papier, mais en vrai c'est des choses tellement personnelles. Mais moi je comprends dans ce que tu dis quand c'est une personne, tu vois, mais quand c'est toute la rédaction d'un magazine. Mais là c'est toute la rédaction. Là c'est vraiment toute la rédaction. Ah ouais. Je sais pas, ils ont dû faire Perfect Days, pareil, c'est toutes les notes, il a genre 1 ou 2 étoiles, tu vois, et tous, ça va pas au-delà. À la fin des cahiers du cinéma, il y a une espèce de petit tableau avec le récapitulatif où ils mettent les étoiles là. Là, tout le monde a mis inutile de se déranger, alors que tous les autres magazines le mettent 4 étoiles. Bref, bon. Après, ils ont voulu être un peu rebelles, et faire les différents, quoi. Un peu comme souvent, mais bon, là, ça marche pas. Heureusement, il n'y a pas que eux, et du coup, je suis allé sur Sens Critique, où le film a 7,3 sur 10. Alors, il est dans plusieurs tops, ce qui m'a assez étonné quand même. Il est dans le top 3 des meilleurs films danois, derrière La Chasse et Festen, donc que des films de Winterberg. Il est numéro 2 dans le top des meilleurs films de 2020, derrière 1971 de Sam Mendes. On peut dire que le public a vraiment apprécié le film. Et pour les gens qui n'ont pas aimé, et là, je pense que
ça va faire un peu grincer des dents, mais pour les gens qui n'ont pas aimé, ils trouvent que le film fait l'apologie de l'alcool et qu'il est misogyne. Du coup, j'ai écrit ça avant de le revoir et j'ai essayé de chercher un peu, mais moi, je vois pas en quoi... Encore l'apologie de l'alcool, si tu passes un peu à côté, ok, tu vois, je peux comprendre. Mais le truc misogyne, j'arrive pas trop à... Personnellement, je suis très sensible à ce genre de sujet et c'est vrai que la seule chose que je trouve et qui me fait toujours un peu chier quand je regarde des films, c'est quand il n'y a aucun personnage féminin qui fait autre chose que la femme, Ça, la mère, le ouais. machin. Et c'est vrai que là, pour moi, on en a parlé aussi avec mon mari hier et du coup, effectivement, la question, c'est surtout, OK, là, on parle un peu des problèmes pour moi aussi un peu masculins dans la société danoise de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, comment dire, de se sentir libre quelque part. Je pense que c'est beaucoup ça, hein. De toute façon, l'alcool pour exprimer ses émotions, qu'on n'arrive pas à exprimer, etc. Mais c'est vrai que, OK, c'est un problème peut-être masculin, mais est-ce qu'on peut quand même aussi montrer les personnes dans l'entourage et leur vécu d'un point de vue plus personnel et pas juste surface comme on le voit maintenant. Donc c'est vrai que moi je suis toujours la première à dire où sont les personnages féminins intéressants parce que pour moi il n'y en a pas. Mais c'est la seule chose. Après, misogyne, non, je ne l'ai pas senti comme ça. Ouais, je me dis que c'est peut-être aussi... moi, je ne l'ai pas senti comme ça non plus. Après, en effet, quand tu fais la liste, oui, il n'y a que les deux. Il n'y a que Annika et la femme du prof de philo. Et c'est peut-être aussi le fait que la femme du prof de philo, en plus, elle est super... elle n'est pas très agréable, quoi. Elle est pas très chouette, elle l'engueule tout le temps et tout. Donc, t'as que deux personnages. Il y en a une qui fait la gueule parce que son mari est un peu chiant et l'autre qui l'engueule constamment et qui lui dit d'aller faire les courses. Il y a peut-être un peu ce truc-là, ouais. Oui, ça peut être une lecture comme ça. Et c'est vrai que, après, moi, en vrai, si on montre une femme chiante comment dire, qui est énervée aussi parce que on le sent dans le contrôle de l'autre, etc. Ça arrive. Pour moi, c'est pas le problème. Après, le vrai problème pour moi, c'est toujours dans le cinéma. J'ai vu une interview de Taika Waititi il y a quelques jours où il disait qu'on est des sortes de dieux dans notre film quand on crée un film et on peut créer notre univers et on peut créer du changement avec nos films, on peut montrer des choses qu'on voudrait voir dans le vrai monde et je trouve ça tellement juste, ça m'a tellement touchée et je pense que là justement c'est une opportunité un peu ratée de encore une fois, faire de la place à la femme, puisque du coup, là, c'est pas du tout acquis encore. Hein. Donc, pour moi, et même représentation généralement. Après, effectivement, en Danemark, en Copenhague, je me suis promenée dans la rue, il y a quand même toutes sortes de personnes, il n'y a pas que des personnes blanches. Donc, encore une fois, c'est un film où il n'y a pas beaucoup d'autres représentations que l'homme blanc. Donc, c'est vrai. Donc, c'est des questions qu'on peut se poser, effectivement. Non, mais c'est intéressant. C'est vraiment les principales remarques qu'il y avait sur Sens Critique. Bon, il y a aussi des gens un peu obvious qui disent que c'est une évidence que picoler tous les jours, c'est une connerie. Bon, voilà, merci. Hein. Il y a aussi des gens, du coup, qui pensent que ça manque de profondeur. Je vais vous lire clairement la critique. L'autre problème du film réside donc dans son côté non subversif. Tout est rose, tout est cool, tout est lisse, sans substance. Pas de scène sombre, tout est trop joyeux car les personnages sont des adultes. Et bien sûr, après, tu comprends, on a été mauvais, faut qu'on arrête de boire, blablabla, blablabla. Il n'y a pas de profondeur. C'est le truc, justement, d'épuration qui fait ça. Et on est hyper formaté par le cinéma américain, enfin, faut dire ce qui est. Et anglo-saxon plus généralement, même si tu regardes les films anglais qui, eux, sont souvent d'ailleurs très sombres à l'image et tout. Ils ont un style beaucoup plus rough, plus dur. Et du coup, je pense que là, c'est le côté épuré et un peu lumineux qui fait ça, mais ça change pas le propos. Mais visuellement, peut-être que les gens ont globalement moins l'habitude, comme c'est un cinéma qu'on consomme moins aussi. Oui, en France. normalement. Ouais. C'est peut-être le côté où, du coup, on montre et on parle, on explique, on est très parole dans le cinéma français aussi. Et je trouve que du coup, là, on n'est pas dans la parole, on est juste dans le vécu très intérieur et ça crée quelque chose de à peine visible, mais il faut avoir une sensibilité à le voir. Donc c'est vrai que je pense que, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, Ninon, c'est comme s'il y avait on est un peu formaté à voir quelque chose en France et que ça soit américain d'ailleurs ou anglophone ou français, que du coup, nous, les Scandinaves, enfin les Nordiques, on fait un peu différemment, quoi. On montre moins,
mais il se passe beaucoup de choses à l'intérieur. Oui, mais c'est, en fait, Bah quand ouais. tu creuses un peu, t'as même pas besoin de creuser, t'as juste besoin de regarder. Oui. Enfin, c'est quand même fou tout ce qu'il y a en fait à l'écran. Ouais. Moi, c'est pour ça que je trouve que moi, c'est un cinéma que j'aime vraiment Ouais. bien pour ces raisons-là aussi, quoi. Voilà pour les quelques critiques que j'avais. Dans l'ensemble, tout le monde est assez d'accord pour dire que c'est un très bon film. Et puis, vu les récompenses qu'il a eu aussi, je pense que tout le monde est assez d'accord. Oui. Voilà, moi j'en ai fini pour ce film. Est-ce que vous avez des choses à rajouter ? Ouais, moi j'avais vu aussi que Winterberg, du coup, c'était son idée, la scène de danse. Et quand il l'a proposé à l'équipe, la prod et tout, on lui a dit non, c'est pas ouf. Et puis bon, finalement, ils ont quand même fini par la faire. Et je pense que c'est une bonne chose. Mads Mikkelsen aussi était très nerveux de tourner cette danse parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas dansé et tout. Il a beaucoup hésité à accepter et Winterberg dit qu'il l'a fait pour la mémoire de la fille de Winterberg, justement, parce que voilà, c'était un peu pour elle aussi. Enfin voilà. Donc c'est joli. Mais c'est drôle, comme des fois les prods et tout n'ont aucun flair, genre non, cette scène va être nulle. Bah en fait, elle donne une vraie couleur au film. Oui, c'est marrant. Ouais, c'est sûr. Et c'est vrai que du coup, le corps raconte autre chose que la parole ou même le visage. Enfin, comment dire, c'est encore une autre manière de montrer l'humain, quoi. C'est pour ça qu'ils sont producteurs et pas réalisateurs aussi. C'est vrai. Mais parfois, il n'y a pas ça. C'est-à-dire, il y a des producteurs qui ont un bon sens de ce qui va marcher, etc., qui vont bien accompagner. Mais c'est vrai que je pense que, de toute façon, la combinaison aussi de comédiens qui est stressé de ça, etc. Enfin, mais c'est vrai qu'on est stressé. Enfin, moi, je suis stressée sur un plateau si je dois faire une chorégraphie parce que c'est pas que danser, c'est aussi tellement de contraintes de tournage qui n'existent pas quand on danse pour le plaisir ou sur scène, ou etc. Enfin, voilà, il y a des choses plus compliquées. C'est ce que j'ai fait dans le court-métrage dans lequel je jouais. Justement, j'ai dansé et c'était stressant pour moi de reprendre parce que ça faisait pareil, comme d'ailleurs pour lui, ça faisait longtemps que je n'avais pas dansé. Mais en même temps, c'est jouissif et c'est vrai qu'on le voit qu'en fait, il s'amuse à le faire finalement. On le sent. Bon, on va passer à la dernière minute du prochain film. Et c'est la dernière minute du prochain film, elle est assez particulière quand même, puisqu'il ne se passe pas grand-chose. C'est un long travelling d'un bâtiment antique sur une musique douce. On a un fondu au noir avec la musique qui se termine. Et là, il y a un texte qui apparaît dans la langue du film. Je vais vous lire le texte. Il se souvient des années passées comme s'il regardait à travers une fenêtre poussiéreuse. Le passé est quelque chose qu'il peut voir, mais pas toucher. Et tout ce qu'il aperçoit est flou et indistinct. Là, on a un fondu au noir, et là, c'est écrit « fin » sur un fond rouge. La musique commence et c'est le générique de fin. Est-ce que tu as une idée du film que ça peut être ? Aucune idée. Je me souvenais pas du tout de cette dernière minute, mais bon courage. Faut juste taper la citation. Oui, et c'est puis, vrai. Bon, en tout cas, merci beaucoup, Salah, d'être venue. Ça me Merci. fait très plaisir. J'espère que tu as passé un bon moment avec nous. Bien sûr, c'était génial. Merci Ninon de ta chronique. Avec plaisir. Avant de terminer, j'aimerais remercier Olivier qui nous a prêté 2 micros. Écoutez, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel numéro. Je vous dis à bientôt et allez au cinéma. Voilà, c'est ma conclusion de fin.